Alors, je vous préviens, aujourd'hui, très très gros morceau. Installez-vous confortablement, réchauffez vos pattes et c'est parti. Vous l'avez deviné, on va parler de David Lynch. Et la question qui s'est posée au moment d'écrire cette vidéo, finalement, c'est que dire? Que dire qui n'a pas déjà été dit 100 fois et probablement mieux que je ne pourrais le faire? Bon, déjà, je ne vous présente pas le bonhomme, hein. Vous le connaissez très certainement pour son œuvre cinématographique avec certaines réalisations phares comme Mulholland Drive, Elephant Man ou Twin Peaks qui servent de vitrine à son univers. Et si ce n'est pas le cas, bah arrêtez immédiatement cette vidéo en fait, foncez voir tout ça. Peu importe si vous vous levez tôt demain, si vous avez votre chien à sortir ou encore votre fille à récupérer à son cours de gymnastique, je ne veux rien savoir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez bien, mais j'aimerais vous sensibiliser au like, voire même au fait de vous abonner. Si vous appréciez la vidéo en cours de route, un petit pouce me ferait vachement plaisir, en plus de soutenir mon travail. Bon, maintenant, si vous êtes toujours là, il faut que je commence par vous parler de mon rapport avec David Lynch. Promis, ça va être rapide et peut-être même un peu intéressant. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que je l'ai découvert assez tardivement, ce qui est à la fois une mauvaise et une excellente chose. Mauvaise parce que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie sans le connaître et excellente car lorsque je l'ai enfin connu, on était en 2017, soit à peine quelques mois avant la sortie de la saison 3 de Twin Peaks, The Return, et que donc, l'attente ne m'a pas torturé comme elle l'a fait avec ceux ayant découvert la série lors de sa première diffusion plus de 25 ans plus tôt. Et autant vous dire qu'après avoir terminé le visionnage du 18e et dernier épisode de The Return, j'ai ressenti un vide immense. Car j'ai eu la certitude à ce moment-là qu'aucune œuvre ne me fascinerait plus jamais autant, que je venais de toucher au pinacle finalement de la création artistique et de ce que je recherche personnellement dans une œuvre, quel que soit le médium. Les 8 années qui se sont écoulées depuis ont confirmé cette impression, puisque je serais bien incapable aujourd'hui de vous citer quelque chose qui m'aura marqué, ne serait-ce autant qu'un dixième de cette saison 3. Donc, forcément, après avoir essoré la filmographie de Lynch, qui est d'ailleurs plutôt restreinte, hein, on parle de 10 longs métrages et d'une série en quasi 60 ans de carrière, j'étais un peu désespéré. Il y avait bien ce fantasme qui ne se sera jamais réalisé d'une saison 4 de Twin Peaks, des rumeurs également d'un projet connu sous le nom de code Wisteria, mais qui là aussi n'aboutira à rien. Et au-delà de ça, pas grand-chose, hein. Un meuble confectionné par-ci par-là, des bulletins météo diffusés quotidiennement pendant le Covid, et un court-métrage plutôt mineur à propos d'un singe diffusé sur Netflix. Et donc, pour combler ma faim, j'ai commencé à m'intéresser à la vie du cinéaste, pour découvrir très rapidement qu'au-delà de ses films et séries, il s'agissait d'un artiste complet. Ce n'est pas juste un cinéaste, non. C'est véritablement quelqu'un qui est né pour l'art et qui, quelles que soient les trajectoires différentes qu'aurait pu prendre sa vie, je reste convaincu qu'il en aurait tout de même profité pour créer à 100%. D'autant plus qu'au cours de cette dernière, il aura réussi à générer un univers absolument unique, au point tel que son nom est devenu aujourd'hui un adjectif. On emploie le terme lynchien pour décrire aujourd'hui quelque chose d'onirique, cauchemardesque et dont le sens caché nous échappe. De la même manière, certains motifs très spécifiques vont jalonner son œuvre du début à la fin. Je pense notamment aux rideaux rouges, aux insectes, aux corps déformés, à la nudité féminine, aux paysages industriels abandonnés ou encore à l'électricité. Des éléments qui, a priori, semblent n'avoir rien en commun, mais qui, mixés par l'esprit de Lynch, finissent par donner lieu à un monde à part entière. Et si je parle de monde, c'est bien parce que son œuvre s'étend sur plusieurs médiums et font preuve d'une étonnante cohérence. L'artiste a notamment réalisé des albums musicaux, au chant et à la production, a touché à la scénographie, à la création de mobilier décoratif, et surtout à la peinture. Et c'est de cette dernière dont on va surtout parler dans cette vidéo. Parce que, comme je le disais en introduction, beaucoup connaissent Lynch le cinéaste, mais beaucoup moins Lynch le peintre, ce qui est quand même vachement dommage vu l'étendue de cette partie de son œuvre et sa concentration des thèmes classiques lynchiens. Et peu de surprise à cela finalement, quand on sait qu'au départ il ne se prédestinait pas du tout au cinéma, mais bien à la peinture, qui est son premier amour. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup basé sur les images et informations tirées de The Art Life, un documentaire sorti en 2016, que je vous recommande d'ailleurs vivement si ça vous intéresse, mais surtout sur près de 10 ans à, je l'avoue, être un fanboy absolu du monsieur. La passion de David Lynch pour la peinture a vraiment commencé dans son enfance, lorsqu'il a découvert que le père de l'un de ses amis était peintre et qu'il s'agissait de son métier et pas juste d'un loisir. À ce moment-là, c'est la révélation. Il se dit, ok, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma vie. D'autant qu'à côté, les cours l'emmerdaient au possible. Pendant de nombreuses années, il va alors dédier une grande partie de son temps libre à peindre frénétiquement, dans un premier temps avec le père de cet ami, puis dans des ateliers partagés avec ses camarades. Et si lui-même reconnaît qu'il avait conscience à l'époque de faire de la merde, hein, selon ses propres termes, il se dit que la pratique vaut mieux que l'intellectualisation à outrance, qui souvent ne donne aucun résultat concret. Et ce rejet de l'intellectualisation de l'objet artistique le suivra toute sa vie, puisqu'on peut caractériser son œuvre par le rejet de la logique, du moins de celle qui régit notre monde. Chercher à comprendre une œuvre de David Lynch est passer complètement à côté de cette dernière, qui cherche au contraire à installer une ambiance, à distiller des sensations et des images fortes dans l'esprit de celui qui la contemple. Et il en est d'ailleurs ressorti beaucoup d'incompréhension de la part du public, notamment avant que son œuvre ne soit vraiment connue et identifiée. Il se disait en sortant d'un film, j'ai rien compris, c'est n'importe quoi, il se moque de nous, etc., etc.
Et dans un sens, cette dernière affirmation n'est pas si fausse, puisqu'on sait que Lynch prenait un malin plaisir à perdre ses spectateurs, et chaque critique qu'il essuyait dans ce sens le poussait à se radicaliser encore plus. Ce qui donnera lieu à son dernier film, Inland Empire, majoritairement rejeté par le public, car considéré comme beaucoup trop extrême de ce côté-là. Et pour être honnête, bien que je l'ai trouvé très intéressant sur beaucoup d'aspects, j'ai trouvé son visionnage quand même assez difficile, notamment en raison de la caméra de mauvaise qualité utilisée pour le filmer, même si c'était un choix artistique complètement assumé. Pour autant, ça ne veut pas dire que ses œuvres sont une compilation aléatoire d'éléments sélectionnés tout aussi aléatoirement par l'artiste. Au contraire, on peut retracer l'apparition et l'évolution de chacun des éléments constitutifs de son œuvre, et bien souvent ces derniers remontent à son enfance dans le Montana ou à ses années de pauvreté en Philadelphie en tant que jeune étudiant en école d'art. Le jeune David Lynch passe énormément de temps à rêver. Il est fasciné par la sensation du rêve et les images étranges qu'il garde au réveil. Et partageant complètement cette fascination, je pense que cette proximité a participé à mon attrait pour son art. La raison d'ailleurs pour laquelle cette vidéo se situe dans la série esthétique et non onirisme est plutôt simple. Sur celle-ci, on va vraiment se concentrer sur les éléments centraux de son œuvre et ce qui la rend unique, et je prépare en parallèle une vidéo pour onirisme, mais qui abordera tout ça d'un angle différent. À voir exactement lequel, mais probablement que j'essayerai de traiter de la mythologie de Twin Peaks. Enfin bref, on verra ça le moment venu, mais abonnez-vous tout de même pour ne rien manquer. Bon, pour revenir sur le rêve, c'est une des principales sources d'inspiration lynchienne, et on peut diviser cet aspect en deux catégories. Le rêve propre à David Lynch, donc vraiment le rêve au sens propre du terme, marqué par son enfance et certains souvenirs bien spécifiques, notamment la vision d'une femme nue, perturbée, qu'il croisera une nuit dans son quartier et qui l'influencera toute sa vie. Et pour la deuxième catégorie, il s'agit du rêve américain, ou plutôt de sa version cauchemardesque. Cela passe par l'utilisation d'objets symboliques récurrents et centraux dans l'imaginaire américain, comme les voitures, les diners, les serial killers, la bombe atomique ou encore Hollywood. Il y a toujours un vernis brillant propre aux bonnes mœurs américaines, derrière lequel se cache le vice, la corruption et une noirceur absolue, totale, qui prendra la forme de nombreuses figures. Quand on pense à son cinéma, nous viennent alors celles de Bob dans Twin Peaks, du sans-abri dans Mulholland Drive, ou de Bobby Perrault dans Sailor et Lula. Mais ces figures sont encore plus nombreuses dans ses peintures ou lithographies. Des Mickey déformés, des ombres angoissantes, des individus monstrueux et des insectes mutants, il y a toujours cette dualité entre le bien et le mal, entre l'apparent et le sous-jacent qui sera décliné à volonté. Une femme brune et une femme blonde, Judith ou Laura Palmer, la White Lodge et la Black Lodge, etc. De la même manière, beaucoup de ces peintures sont en noir et blanc, avec des contrastes forts ou alors divisés en plusieurs segments. Souvent, un visuel sombre est associé à une phrase banale ou enfantine, telle que J'ai une radio. Il se dégage de tout cela la sensation d'un monde qui serait la copie pervertie d'une autre. Un peu à l'image d'un David Lynch ayant passé une enfance paisible et sans accroc, auprès d'une famille aimante et supportive, mais possédant un univers intérieur sombre et macabre, bien que lui-même soit tout à fait sain d'esprit. D'ailleurs, petite anecdote, son père, confondant son art et sa mentalité, lui dira un jour après avoir visité son atelier « David, il vaut mieux que tu n'aies jamais d'enfant ». On pense aussi à l'Amérique des suburbs avec une apparence lissée, des pelouses tondues au millimètre près, mais où chacun joue un rôle et cache de sombres secrets, motifs centraux dans Blue Velvet ou Twin Peaks. Pour ce qui est des insectes, David Lynch déclare les trouver fascinants en raison de leur diversité anatomique, mais aussi de leur diversité de textures. Et l'on sent bien que cet attrait pour les textures joue un rôle important dans son œuvre. Ses peintures sont loin d'être lissées plates. David Lynch y superpose tout un tas d'objets ou de matériaux qu'il aura lui-même confectionnés ou transformés. Des têtes de clowns, des fils de fer, des allumettes, du bois, des tissus, des jouets, etc. Lynch coupe, colle, casse, recoupe et recolle jusqu'à un résultat final agglomérant tout un tas d'éléments. Cet intérêt pour les effets artisanaux se retrouve beaucoup dans la dernière saison de Twin Peaks justement, où disposant d'une liberté artistique absolument totale, il sera lui-même à la réalisation de nombreux effets spéciaux, où il utilisera des procédés similaires. Son cinéma est en fait le prolongement de sa peinture. Comme dit au début de cette vidéo, David Lynch se destinait à être peintre. Seulement un jour, alors qu'il contemplait l'une de ses toiles, il eut une vision dans laquelle il la voyait s'animer. C'est alors que lui vient l'idée d'une peinture en mouvement, qui donnera lieu plus tard à The Alphabet, son premier court-métrage très expérimental, puis à The Grandmother, qui aboutiront quelques années plus tard au tournage de The Other, son premier film, puis à la carrière qu'on lui connaît. Mais le milieu du cinéma, qui ne permet pas une liberté créative totale en raison de tous les acteurs impliqués, chaînes de diffusion, producteurs et autres financeurs de projets, l'aura toujours quelque peu rebuté. Ce fut le cas lors de la saison 2 de Twin Peaks où il abandonna carrément le projet pour revenir à la toute fin, ou lors de Dune, son projet qu'il considérera ne pas être vraiment le sien. C'est une toute autre histoire pour la peinture où il se trouve seul face à la toile, libre d'y injecter ses obsessions sans retenue et de leur donner la forme de son choix. Cette lutte pour la liberté qu'il aura remportée haut la main en produisant des œuvres telles que Inland Empire, The Return ou l'ensemble de sa production picturale me parle également beaucoup et participe je pense de manière générale à en faire un modèle pour énormément d'artistes qui luttent contre les mêmes contraintes. Si David Lynch s'est éteint ce 16 janvier 2025, il laissera derrière lui un univers d'une densité impressionnante,
cohérent et en même temps protéiforme, puisqu'il s'appuiera sur tous les médiums qui tomberont entre ses mains. Il serait vain de faire la liste de tous les artistes qui se déclarent avoir été inspirés par son œuvre, tant ils sont nombreux, mais l'on y retrouve des musiciens, des sculpteurs, des écrivains, des peintres et bien sûr des réalisateurs. Comme il le dit dans son documentaire, The Art Spirit sera pour lui devenu The Art Life, et pour rien au monde il n'aurait changé de vie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère bien sûr que vous l'aurez appréciée et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, à lâcher un pouce bleu et même à vous abonner. Déjà parce que ça soutient mon travail, mais surtout parce que ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.